Bonjour et bienvenue à Edna Rencontre, une émission qui valorise et outille la deuxième génération d'immigrants. Je me présente, Edna Lénéus, et je suis animatrice et directrice de cette émission. Aujourd'hui, avec moi, j'ai 2 coachs de différents parcours, de différentes nationalités, je dirais aussi, et aussi de différents statuts civils. Ils viennent parler avec moi du sujet qui me tient très à cœur, qui est le silence chez les hommes. Alors, bienvenue. Merci beaucoup, Edna. Merci. Bienvenue, Manuel. Bienvenue, Nelson. Merci beaucoup. Donc, parlez-nous un peu de vous, de qui vous êtes, pour commencer. Donc, je suis Nelson Blanc. Je suis coach certifié en programmation neurolinguistique. En plus petit, PNL. OK, oui. Ça me dit quelque chose. Là. Ouais. Et dans le fond, dans les dernières années, j'ai eu l'opportunité de faire des conférences, faire des ateliers avec des entrepreneurs et des jeunes je dirais, de 13 à 21 ans à travers différentes collaborations. Et ça m'a permis de me développer personnellement, mais aussi d'aider les autres à se développer. Oui. Absolument. Merci. Merci, Nelson. Et toi, Manuel? Je suis Manuel François Saint-Cyr. Oui. Je suis de la Martinique. Oui. Je suis au Canada depuis, on avait calculé 25 ans. Wow. Plus de 25 ans. Et je suis coach spécialisé en force mentale, mais je spécialise sur les mères qui travaillent de façon à les aider à gérer la tension entre les demandes du quotidien en tant que mère et les demandes de plus en plus grandissantes au travail. Oui. Donc, je les aide à gérer cette tension-là. Donc, c'est mon cœur de cible. Wow. C'est la population avec qui je travaille et à essayer de développer la force mentale, non seulement chez cette cible, mais aussi à travers tout le monde. Merci. Et toi, Nelson, est-ce que tu as un public plus précis avec qui tu travailles? Initialement, j'ai commencé avec les entrepreneurs parce que j'ai comme concept que tu sois à la maison ou sur l'emploi, tu es toujours la même personne. True. Donc, tu traînes autant tes forces que tes faiblesses. C'est vrai. Et j'ai également eu l'opportunité, comme je disais tout à l'heure, de travailler avec des jeunes. Donc, les jeunes, j'ai beaucoup travaillé avec les 13 à 21 ans, 24 ans, parce que même à 24 ans, on est encore jeune. Oui, et, très jeune. Différents défis, différentes places, mais c'est toujours intéressant de travailler. Mais aussi, là, ça c'est mon secret à moi, mais j'ai à cœur beaucoup de travailler avec les hommes. Donc, j'ai eu aussi l'opportunité de travailler avec des hommes. Et je trouve que les hommes, ils ont moins l'opportunité de s'ouvrir. Donc, justement, avoir une porte ou quelqu'un pour pouvoir porter la parole, des fois, je me prends à vouloir le faire. Très bon, très bien. D'ailleurs, c'est bien parce que c'est le sujet qu'on a aujourd'hui. Et avant de rentrer dans le vif de notre conversation, j'aimerais parler de Cosby Show. Super, le Cosby Show. Oui, c'est The Cosby Show, une émission qui, à mon avis, va sûrement... comme je pense pas que personne ne peut ne pas savoir quelle était cette émission-là. Vous vous rappelez? Okay. Ah oui, moi, je regardais ça avec les enfants. OK, c'est ça. Ouais. C'était une émission culte. Même si c'était, je pense, juste en anglais, à un moment donné, ils l'ont traduit en français. Exact. OK, mais au début, c'était juste en anglais. Je me rappelle que cette émission-là, et suivez-moi, communauté, hein, on est en train de juste mettre la table là. Donc, The Cosby Show, pour moi, quand je l'écoutais, c'était ma référence surtout de l'image familiale. Et aujourd'hui, après bientôt 40 ans de vie, quand je réécoute ces émissions-là, c'était une émission qui était remplie de trésors. OK? Parce que le personnage principal, qui était le père, donc Cliff, avait cette image ou cette présence dans la famille que, à mon avis, aujourd'hui, on a perdu. Ou qu'on a soit perdu ou qu'on n'a pas nécessairement développé. Et le sujet du jour, quand je parlais du silence des hommes, c'est si on peut faire un parallèle de ce que serait l'idéal, pour moi, ce serait The Cosby Show. OK? Donc, basé sur ça, parce que là, tout à l'heure, vous avez tous les deux réagi, j'aimerais vous demander les questions que je vais vous poser, parce que je pense que c'est une bonne référence. Parce que quand on n'en a pas, on n'a pas de référence, on ne sait pas où s'en tenir selon la conversation. OK? Donc, d'où vient la problématique, selon vous, du silence des hommes?
le silence des hommes, selon ma perspective, c'est il y a beaucoup d'incompréhension de soi-même parfois. Et lorsqu'on n'a pas l'habitude de... C'est comme quand on va au gym. On développe un muscle, le muscle devient fort. De la même manière, quand on n'a pas l'opportunité ou qu'on ne nous a pas enseigné qu'on pouvait parler ou qu'on nous met selon des barrières, certaines choses qu'on peut exprimer, surtout au niveau des émotions. Et surtout pour les hommes. Les hommes, souvent, c'est arrête de pleurer quand on est plus jeune. Donc, lorsqu'on est bloqué à cause de ces balises et de ces cultures qu'on nous transmet, mais ça fait qu'à la fin, on ne sait pas quand parler, comment parler. On devient, tu vois, comme je te disais un peu, on est à la maternelle de notre langage. Parce que là, le jour qu'on nous dit, mais exprime-toi, si je ne l'ai jamais fait ou si je ne sais pas jusqu'à où je peux aller, je préfère me taire. Et encore là, le message que je te donne, qu'est-ce que tu vas faire avec? Est-ce que beaucoup d'hommes, selon moi, selon qu'est-ce que j'ai pu entendre, beaucoup d'hommes ont eu cette mauvaise expérience de tester le marché ou tester les eaux en se disant je vais me confier à telle personne et c'est revenu contre eux. Parfois en couple, parfois dans l'amitié, parfois dans la famille. Ce qui fait qu'à la fin, tu te dis je me comprends mieux, je me comprends, donc je préfère garder cette information-là pour moi au lieu de le laisser à quelqu'un qui pourrait l'utiliser contre moi. Oui, intéressant, très intéressant. Puis j'ai un volet B, mais je vais laisser Emmanuel répondre, puis je ne vais pas oublier. Donc, j'aimerais parler des enfants, parce que là, on a parlé du couple, on a parlé dans le travail, mais est-ce que c'est la même technique qu'on va utiliser avec les enfants? Mais on va faire une pause, on va aller avec Emmanuel, puis je vais revenir à ça. En fait, ton point est très pertinent parce que le silence des hommes, c'est vaste. Oui, c'est vaste. Et moi, la façon, quand tu as parlé, il y a deux choses qui me sont venues en tête. C'est pas forcément exhaustif du tout, mais c'est les choses qui me sont venues, c'est ce dont Nelson a parlé, les émotions, partage d'émotions, et puis implication dans la famille, c'est-à-dire rôle, implication, parce que surtout quand tu as parlé du Cosby Show, c'est il parlait des sentiments, des émotions, mais Cliff, il était impliqué dans l'éducation des enfants. Et donc, je ne sais pas si, quand tu parlais du silence des hommes, est-ce que tu avais en tête ces deux aspects-là? Parce que ce sont deux aspects qui sont différents, même si la racine du problème est la même. Et je dis ça parce que, effectivement, pour les émotions, on l'a très bien dit, il y a une habitude qui n'a jamais été prise ou qui a été brimée pour une raison X ou Y. Pour la partie éducation des enfants, c'est un peu pareil dans le sens où le rôle de la femme ou la femme dans la société où les femmes se sont plus affirmées en tant que, c'est à la maison, ça vient de moi. Et donc, les hommes, avec la caricature du « je vais au travail, je ramène, je mets du pain sur la table, et puis le reste, la famille, l'éducation des enfants, c'est pas mon domaine. Exact. Et donc, dans le sens, je peux me permettre d'être absent. Silencieux. Exact. De ce niveau-là. Donc, en fait, ce sont les deux aspects que j'entends. Lorsque j'entends silence des hommes, j'entends ces deux aspects-là. Oui. Et c'est tellement complexe qu'on va... ce qu'on traite est complexe, OK? On sait très bien qu'on n'a pas la science infuse. Et la discussion, c'est un démarrage. On commence une discussion. Parce que je m'aperçois que c'est un fléau. Pour l'avoir vécu moi-même. Mon père me parlait. Mon père était là. Mon père à mon avis, dans mon expérience à moi, mon père était quand même proche de l'image de Cliff. Toutefois, ses sentiments quand il a de la peine, surtout ça. Quand il est joyeux, il partage. Il dit « Je suis fier de vous, mes enfants, vous êtes super. » Moi, je crois que j'ai eu un papa comme Cliff. Toutefois, de partager ses peines, ses souffrances, ses douleurs, sa tristesse, ça, non. Ça, c'était plus absent. C'était comme ça, je peux pas savoir. Mon père va toujours bien. Mon père va me dire qu'il va toujours bien. Comme, là, je dis, papa, ça va? Toujours bien, très bien. Mais pour de vrai, il peut souffrir là en ce moment. Oui. Donc, c'est quand tu parles de ces deux volets-là, oui. Laissons-nous libres pour pas être trop dans... Évidemment, nos idées vont être cohérentes, vont se suivre, mais je veux juste qu'on sache qu'on est en discussion. Qu'on n'est pas en train d'essayer de résoudre une problématique qui est beaucoup plus grande que nous, mais qu'on peut amener quelques points ou quelques solutions qui peuvent aider. Oui? Continuons. Donc, est-ce que vous voulez ajouter sur ce point-là d'où vient la problématique du silence ou vous sentez qu'on peut passer à la prochaine question? D'où ce qu'elle vient, la seule chose que je rajouterais, c'est que parfois, on va supposer que quelqu'un est en silence.
Parce que la personne ne communique pas de la manière qu'on s'attend ou de la manière qu'on communique. So true. Donc, la personne communique parfois avec un geste, des fois avec des fois des paroles, bien entendu. Des fois, ça va être un comportement, une idée. Il y a différentes manières de communiquer qui fait que parfois, nous, on va avoir l'impression que la personne est muette, mais en réalité, elle nous a communiqué beaucoup de choses à travers ses gestes, à travers sa pensée, à travers les actions ou les actions qu'il n'a pas posées également. Donc, parfois, le silence n'est pas complètement silencieux. Donc, ça veut dire que peut-être qu'il y a une problématique d'attention ou d'écoute comme active. Je dirais même une traduction. Une traduction de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que moi je fais. Parfois, on parle la même langue. On dit le même mot et on n'a pas la même définition du mot. De la même manière pour le geste. Moi, je peux toucher son bras, toucher le bras de Manuel, puis pour moi, c'est tout simplement amical, mais lui va dire, il est envahissant. Donc, automatiquement, on n'est pas sur les mêmes lignes. Oui, très bon, très, très bon. Est-ce que tu veux continuer sur ce point-là? Non, en fait, on parle de silence verbal ou non verbal. Oui. Exactement. Donc, effectivement, il y a un décodage qui doit se faire quand c'est pas verbal. Déjà, quand c'est verbal, il faut s'assurer qu'on suit la même longueur d'onde, mais quand en plus c'est pas verbal, là, on rentre dans un domaine qui est encore plus complexe. Mais je sais pas, il me semble que dans l'approche du sujet, tu pensais plus au manque de communication, dans le sens plus verbal. Donc, mais certainement que celui du non-verbal aussi compte, parce qu'il exprime quelque chose, mais des fois, comme tu dis, c'est plus difficile à déceler. Oui, mais c'est peut-être même plus comme une solution. Oui, c'est-à-dire que je vois ce que tu veux dire. Je voulais simplement dire, dans la façon dont tu as amené le problème, il me semblait que c'était plus un manque de communication verbale. Oui. Et donc, une solution peut être effectivement qu'il n'y a pas que la communication verbale, et par conséquent, en utilisant et en sachant utiliser les autres modes de communication, mais on peut quand même arriver à communiquer avec la personne. Je suis d'accord avec et recevoir le message. Oui. Alors, alignons-nous dans cette direction-là, la communication verbale. Alors, est-ce que la famille biologique, donc frères, sœurs, père, mère, ou celle qu'on a fondée, donc avec notre épouse, nos enfants, est-ce que ce sont des lieux sécures pour un homme où il peut s'exprimer, selon vous? Je pense que ça va varier du tout au tout dans la dynamique. Du coup, parce que moi, j'ai fait énormément de conseils en marital et d'éducation des enfants. Et la gamme d'exemples ou la gamme de profils est très large. On a des endroits où c'est très sécure, puis il y en a d'autres où c'est pas sécure. C'est justement ce qu'il faut développer. Et ce que je constate souvent, et c'est une dynamique qui n'est même pas exclusive aux hommes, c'est que si dans un couple, le partenaire est la seule personne avec qui il y a cette communication, et ça devient un tout ou rien. Et à ce moment-là, c'est très dangereux, parce que le partenaire devient cette personne qui doit combler tous les besoins, même si on parle de communication, en termes de communication, alors que je ne suis pas sûr que ça soit la bonne façon de fonctionner, dans le sens où est-ce que c'est juste de mettre cette attente sur l'autre, que, OK, c'est à toi de satisfaire tous mes besoins de communication. Oui, je vois. Et la raison pour laquelle je dis que ce n'est pas nécessairement un problème spécifique aux hommes, c'est que même au niveau des femmes, en général, on sait que les femmes, c'est pour ça que tu as amené le problème des hommes, c'est parce qu'en général, les femmes sont plus faciles, communiquent plus facilement leurs émotions. Mais est-ce que leur mari, c'est la personne la plus appropriée pour répondre à ces besoins-là? Donc, il faut qu'il y ait un certain minimum. On se comprend, mais il y a parfois, OK, j'ai juste besoin de pouvoir m'exprimer, d'être entendu, et ça n'a pas besoin d'être par mon partenaire. Ça, c'est vrai. Ça peut très bien être par quelqu'un d'autre, et à ce moment-là, ça améliore l'harmonie lorsque je reviens dans mon couple, comme j'ai pu satisfaire un certain nombre de besoins en termes de communication à l'extérieur, avec des amis de confiance, etc. Mais ça revient, je suis beaucoup plus à même, je ne reviens pas dans la relation avec un manque. Oui, c'est vrai. Toutefois, moi, ce que je pense entendre beaucoup, c'est le minimum n'est même pas là. C'est vrai.
C'est ça. C'est pas tant... Parce qu'évidemment, c'est pour ça que les femmes sont en train de se parler entre eux de qu'est-ce qui se passe à la maison, entre elles, pardon, de qu'est-ce qui se passe à la maison avec d'autres amis, tu vois. Parce qu'à la maison, il y a un blocage. Et c'est ce blocage-là que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que... Et pour moi, je me dis, tout le monde communique, c'est pas vrai. Mais là... femme, oui. La norme pour une femme. Oui, pour la norme pour une femme, mais aussi parce que je crois que dans mon vécu, j'ai l'impression... Peut-être aussi parce que je suis dans un domaine particulier où j'ai hommes et femmes qui m'approchent pour parler. Je pense que j'ai pas cette problématique autour de moi par exemple mon père. Je vais revenir sur mon père. Bon, moi, avec mon père, c'est lui, il me parle, il va me dire les choses. Tu vois, il va me dire telle chose m'a dérangé aujourd'hui quand ça arrive. Bon, c'est très rare, mais il va le dire. Mais donc j'ai cette facilité peut-être qui me permet pas d'être une référence pour dire que OK, si je dois parler avec mes frères vont me parler. Tu sais, ils vont pas. Donc est-ce que c'est parce que j'ai cette prédisposition? Et c'est là où je veux pas, moi, avoir avec mes lunettes cette perspective-là. Ben, j'ai l'impression que peu importe qui ce sera, que ce soit un membre de la famille ou même des fois un étranger ou un collègue de travail, quand il y a cette chose qu'on dégage parfois qui fait qu'on ressent qu'on est capable de communiquer avec cette personne-là ou de partager plutôt, je dirais, avec cette personne-là. Aussi, si notre relation est une plateforme dans laquelle la communication peut se faire sans jugement ou avec des conseils, avec du support, avec de l'empathie, parfois ça va amener la personne à s'ouvrir. Puis je pense que les hommes, ils testent un peu cette ouverture. On va tester, je dirais, c'est même inconscient, je pense. On va tester un tout petit peu avec une petite chose, puis on va regarder ta réaction. Après ça, on va approcher à quelque chose d'autre. Ou on va te parler d'un contexte. On va regarder, OK, est-ce que tu conseilles, est-ce que tu critiques? Et même, on va observer aussi comment est-ce que toi, qui es mon ami ou ma sœur, quoi que ce soit, comment est-ce que tu réagis vis-à-vis les autres personnes qui t'entourent? Comment est-ce que tu gères leurs conseils? Est-ce que tu en parles aux autres personnes? Est-ce que tu bavardes? Après ça, et je te dis, souvent, on s'en rend pas compte. On bavarde, puis on raconte des choses parce que c'est drôle pour nous, puis on fait confiance, mais dans cette même confiance, on montre à la personne qu'on n'est pas digne de confiance. Wow. Donc, ça fait que si je sais que t'es comme une passoire et que à chaque fois que je vais te dire quelque chose, il y a une autre personne qui risque de le savoir, ou que quand tu vas rapporter mes paroles, tu risques de le rapporter avec une critique, avec un jugement, avec un langage, je risque de pas te le partager, que tu sois dans ma maison ou que tu sois mon ami. Très intéressant. Merci Nelson. Et toi, Manuel? En fait, c'est le langage de la confiance, tout simplement. Et il faut dire que dans la société, ça commence à changer avec Brené Brown, etc., qui parle de vulnérabilité et qui parle du courage de la vulnérabilité. De ce qui veut dire, c'est courageux de s'ouvrir et de prendre le risque. Mais il faut prendre le risque, encore une fois. Je le prends une fois. Si je me fais échauder, je ne vais pas le reprendre. Oui. C'est ça. Donc, après, c'est une question de quelles sont les amitiés que je peux développer de façon à ce que je sois plus dans un cercle qui est un cercle de confiance. Et je pense qu'en tant que coach, je pense que tu as exactement les mêmes principes qui font que la relation ne peut fonctionner que s'il y a une confiance. Et cette confidentialité est protégée. Je sais que je peux dire ça à mon coach parce que je sais que ça ne va pas sortir. Et donc, est-ce que je peux faire pareil avec quelqu'un d'autre? Et c'est donc établir ce contrat initial. Et c'est pour ça que je dis que les cas varient vraiment du tout au tout. Parce qu'il y a des cas où certains hommes sont arrivés à construire autour d'eux un cercle d'amis qui sont pas dans le jugement, qui sont tout aussi vulnérables qu'ils le sont. Et par conséquent, ils se rendent compte que, on est sur on a chacun nos défis, tout simplement. Et par conséquent, je n'ai pas besoin de juger, ton défi n'est pas pire que le mien ou autre. Et donc, ça favorise la communication, ça favorise l'échange, ça favorise l'ouverture et la vulnérabilité. Maintenant, si
Parce que quand on regarde tous les shows, bon, tu parlais du Cosby Show, Oui. mais si on regarde tous les autres shows où les hommes sont castrés, parce que Oui. dès qu'ils prennent un risque quelconque, ils se font rabattre le caquet, etc. Et puis ils se font... Bon, si c'est l'image, ben, pourquoi je vais m'ouvrir? Exactement. Je vais me protéger. C'est juste un mécanisme de défense plus qu'autre chose. Tu voulais ajouter à ça, Nelson? Non. Non? Manuel a tout dit. J'adore. C'est bon. OK, on va passer à la prochaine question. OK. Donc là, est-ce que vous m'avez répondu dans le sens que est-ce que c'est oui ou non que la maison est un lieu de sécurité pour l'homme? C'est oui et non. Oui et non. Exactement. OK. Alors, on va aller dans les deux sens. En ce qui me concerne, Ok. c'est oui, Oui, et je suis non, d'accord avec parce toi. que Ok, d'accord. Ça peut devenir. Ça peut le devenir. Exactement. Tout à fait. Même D'accord. la base des relations des gens dans la maison, est-ce que cette relation-là est basée sur la communication même? Oui. C'est quand on est en couple, oui, on date, on sort, puis après ça, on se décide d'être en couple. Après ça, on décide de se fiancer, ensuite de se marier. Mais est-ce que à travers tout ça, oui, on s'est parlé, mais est-ce qu'on a vraiment communiqué? Et parfois, je pense que l'émotion même va faire qu'on saute certains problèmes. Je vais dire problèmes, mais c'est pas vraiment le mot que je vais utiliser. Certains problèmes ou certaines choses qu'on va remarquer, mais qu'on se dit, non, ça va passer. Ou je peux dealer avec ça. Oui. Et, oui, il s'exprime pas, mais c'est un gars. Donc, tu prends pour acquis que tu pourras gérer ça, mais étaler sur 32 ans, Oui. c'est là que ça devient difficile. C'est lourd. Parce que là, tu as l'impression d'être seul dans ton couple. Ou il faut toujours que tu cours et que tu pédales derrière l'autre personne pour comprendre c'est quoi sa réalité à elle. Et là, ça devient difficile autant pour toi, qui ne comprend pas, que pour lui, qui pense qu'il s'est exprimé, mais qui ne s'est jamais exprimé. Ah, c'est tellement bon. Parce que ce que tu dis là, c'est souvent ce qui arrive. Les gens vont tout de suite vers les émotions dans la relation, OK? Très rapidement, sans prendre conscience du caractère propre de chacun. Et on dirait qu'une fois que, bon, pour ceux qui croient dans le mariage, bien sûr, mais une fois qu'ils se marient, c'est comme si le voile, vraiment le vrai voile, là, dans les deux cas, parce que c'est pas juste la femme qui le porte, je pense que c'est les hommes aussi. Donc, on arrive dans la relation, et là, le voile est levé, et c'est comme, c'est qui cette personne? Je voudrais rebondir là-dessus Oui, parce s'il te que c'est plaît. quelque chose qui me tient à cœur. Oui. C'est parce que ça souligne vraiment ce que tu viens de dire, c'est le fait que on devient amant avant d'être ami. Et donc, on est amant, ça veut dire que ça va être dans l'émotion. Hein? Oui. On se comprend. Oui. Ou avant d'être ami, ou est-ce que je peux me confier à toi? Parce que être amant, c'est une forme de vulnérabilité, Oui. puisqu'on se met à nu. Oui. Mais est-ce qu'on est prêt à être à nu avec nos émotions C'est avant? ça. Alors qu'on on est très prêt à se mettre à nu tout de suite physiquement, Oui. alors qu'on n'est pas prêt à se mettre à nu émotionnellement. Exact. Et c'est ce que quand le voile, quand tu dis, Oui. le voile se lève, c'est OK, bon, maintenant qu'on s'est vu nu, bon, mais il n'y a plus rien d'autre à voir. Mais les émotions, elles sont pas là, c'est inconnu, tout est à faire, on est à la maternelle. Et donc, il faut apprendre, et puis s'il n'y a pas cette volonté, ben, il est trop tard parce que les émotions viennent, et puis les émotions prennent le pas, et dit, bon, maintenant qu'on s'est déjà venu, bon, on va continuer, parce qu'on est déjà dans la relation jusqu'à ce que ça explose. Mais Oui. on a mélangé les priorités. Avant de se mettre à nu, physiquement, est-ce qu'on est honnête avec soi pour se dire, est-ce que je suis prêt à être à nu dans mes émotions avec la personne? Oui. Ça, c'est le point de départ. Si on est déjà prêt là, ben, il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne dans le long terme. Quand je dis fonctionne, qu'il y ait une communication qui soit plus productive. Absolument. Très bon point. Ben, Wow. C'était ton point. J'ai simplement... Oui, ça continue. Merci d'avoir enchéri mon point. Donc, je veux juste voir, OK, quels sont les facteurs qui peuvent à ce moment-là, parce qu'on en a parlé, on vient juste d'en parler de un, mais qu'est-ce qui serait favorable? Comme, si on peut aller dans le côté positif, quels sont les facteurs qui seraient favorables pour que, je veux parler de l'homme, je vais rester sur l'homme, dans son environnement immédiat, qu'il soit célibataire ou marié, puisse se sentir capable de s'exprimer. On a touché plusieurs points déjà. C'est comme si mais je veux juste m'assurer qu'on les oublie pas. Donc, je les soulève, même si on répète, pas grave, parce que l'éducation, c'est la répétition.
Je dirais, à la base, il faut que la personne se connaisse elle-même. Et souvent, on approche et je dis, il faut que tu te connaisses toi-même, mais en même temps, parfois, même en vivant avec soi-même 24 heures sur 24, on n'est pas conscient de qui on est, ni notre identité, ni de nos comportements. Il y a des choses qu'on fait depuis qu'on est jeune, que c'est seulement lorsqu'une personne le pointe qu'on fait « Ah oui, je fais ça ». C'est vrai. Donc, il faut que tu puisses te connaître ensuite pour réaliser qu'il y a un problème. Puis après ça, qu'il y a une situation quelconque, puis après ça, quand tu prends conscience de la situation, maintenant d'aller faire un pas vers comment régler cette situation. Et ça, c'est un défi parce qu'on regarde dans tous les chiffres, autant au niveau de la santé mentale que physique, l'homme prend énormément de temps avant d'aller chercher de l'aide. Oui. Pourquoi? Parce que tu dois être fort. Tu dois être fort. Tu dois être la clôture de la maison. Mais on pense jamais comme je disais, on pense jamais à protéger la clôture. Oui. La clôture, son rôle, c'est justement d'être là, puis d'être un socle, puis de s'assurer d'être solide. Puis surtout si dans tes relations, autant ta relation père-enfant que conjoint, ou ami même, ou mentor, si on t'a toujours vu comme une force, comme une personne qui se tient, mais tout ce qui va venir contre... Dès le moment où tu as montré un moment de faiblesse, les autres ont peur. Ta femme a peur. Si ta femme a toujours cru, mais je peux me poser sur Nelson si ça va mal, puis Nelson ne va pas bien, mais là, elle est obligée d'être solide. Ouais. Et ça risque de lui faire peur à elle, et ça risque de le faire peur à lui aussi, de dire, OK, là, je suis plus l'homme que je suis censé être. Là, maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que ta définition de la masculinité commence à... Wow. Parce que là, tu te dis, je suis pas un vrai homme parce que j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Donc, pour revenir aux solutions, savoir ton identité. Ensuite, quelles sont les problématiques? C'est quoi qu'on te dit habituellement? Tu sais, des fois, on dit qu'il y a des haters. Mais c'est important, c'est bien d'écouter les critiques. Il y a des critiques constructives. C'est quoi que les choses disent de moi? C'est quoi que les gens disent de moi? Et qu'est-ce que moi-même je dis de moi? Des fois, tu te répètes des choses continuellement. Ça s'imbrique dans ton subconscient et ça crée un comportement. Puis après ça crée une culture, ça crée une habitude. Puis après ça, tu le transmets à tes enfants parce que tes enfants te voient le faire puis ils disent « Ah, mais papy l'a toujours fait. » Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, exact. C'est important juste... Moi, j'ai resté au niveau identité, de prendre conscience de qui on est. Parce que si on ne fait pas ce travail-là, on va imposer cette identité aux autres personnes. Absolument. En disant que c'est ça la vraie chose. Oui, et on l'impose de façon involontaire. C'est juste parce qu'on imite. L'enfant imite, il n'écoute pas, comme on dit, il imite. Exactement. Tu vas ajouter un point là-dessus? Oui, apprendre à se connaître, effectivement, c'est extrêmement utile, de savoir qui on est. Et ce que je rajouterais à ça, ce serait au niveau très pratique. De peu importe son point de départ, de s'autoriser à être 10% plus vulnérable que notre niveau de confort. C'est bon, c'est-à-dire ça. que j'ai un niveau de confort, là, je suis bien, quand je partage cette information-là, je suis à l'aise. 10% de plus. Je me force, ou je m'autorise, ou je prends le risque d'être 10% plus vulnérable. Je partage juste 10% de plus de choses sur comment ma journée s'est passée ou qu'est-ce qui m'a fait de la peine aujourd'hui ou peu importe. Et ça peut être des émotions positives aussi. Hein, oui. 10% de plus que mon niveau de confort. Juste ça. Je connais la technique. C'est pas... En plus, 10%, mon 10% est différent de ton 10%, donc personne ne va venir me dire que c'est pas 10%. Mais simplement cet effort de, allez, je vais juste prendre ce risque pour 10%, c'est jouable? Oui, c'est jouable. Je prends mon risque, je vais 10% de plus. Et puis, c'est comme ça que ça arrive. C'est un pas à la fois. Pour gravir une montagne, personne n'a jamais gravi une montagne en un pas. Tout le monde a mis un pied devant l'autre. Donc, faisons le premier, juste 10%. Et regardons comment on peut améliorer notre niveau de confort avec les émotions, avec partager les choses. Et c'est là que ça va commencer à créer, quand on va trouver des gens on prend ce risque, il y aura des réponses par rapport à ce risque. Il y aura des réponses qui vont nous dire, cette personne-là, mais il y en a d'autres qui vont nous dire, cette personne-là, pourquoi pas, c'est bien reçu. Mais continuons. Et on peut se créer ce réseau de gens de confiance. C'est pas tout le monde, hein.
faut les trier, comme tout, faut les trier et puis ensuite s'autoriser à être juste un peu plus vulnérable. Wow. Tu veux ajouter quelque chose? La seule chose que je rajouterais, c'est au niveau de nos croyances. Parce que tout ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas est lié à une croyance ou une valeur. Et c'est intéressant de savoir, si je ne m'exprime pas, c'est quoi ma définition de la croyance, de la communication, mais aussi qu'est-ce que je pense que j'ai le droit de faire et qu'est-ce que je pense que j'ai pas le droit de faire avec cette communication. Parce que souvent, nos croyances et nos valeurs, c'est la chose qui nous bloque. Exemple, moi, personnellement, OK? Quand j'étais plus jeune, j'étais timide, très, très timide. Et je ne levais jamais ma main en classe pour poser de questions. J'avais toujours peur d'avoir l'air stupide. J'avais toujours peur d'être... En fait, j'avais même peur qu'on me regarde poser la question. Ma voix tremblait. Imagine-toi, je fais des conférences. Et même encore aujourd'hui, des fois, j'ai ce léger tremblement juste avant de prendre le micro parce qu'il y a cette croyance à quelque part qui s'est imbriquée dans mon subconscient qui me dit, OK, mais il faut que tu fasses attention parce qu'il y a du jugement dehors. Fais attention parce que les mots que tu vas dire, les gens vont les évaluer. Les gens vont penser, il y a des gens qui vont dire c'est intelligent, puis il y en a d'autres qui vont dire c'est stupide. Mais pour je ne sais quelle raison, souvent, on se concentre sur le 5% qui dit c'est stupide. Bien sûr. Et on va mettre plus d'importance sur eux que l'autre 95 qui dit Nelson, j'aime vraiment qu'est-ce que tu as dit. Donc, c'est quoi ta croyance? Dans ta maison, quand tu étais plus jeune, quel était le type de communication? Est-ce que tes parents parlaient? Qu'est-ce qu'ils disaient de la communication? Qu'est-ce que tes parents te disaient à toi, même quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu pouvais communiquer facilement avec tes parents, ton père ou ta mère? Parce que juste ça amène beaucoup de problèmes au niveau relationnel avec tes parents. Donc, ta communication initiale devient un problème dans la relation que tu as avec eux, mais aussi avec la relation que tu développes avec les autres. Parce que là, comme je t'ai dit tout à l'heure, ce que tu fais, tu crois que c'est la bonne chose. Jusqu'à ce que tu découvres que c'est pas la bonne chose. Donc, même en relation, ta copine va te dire « Ah oui, mais j'aime pas quand tu fais ça, mais c'est correct, j'ai toujours fait ça, puis ça a fonctionné pour moi. » Nos stratégies qui ont fonctionné pour nous vont pas changer si ça a toujours abouti à un bon résultat. Donc, c'est à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je pense de la communication? Comment communiquer? Qu'est-ce que j'ai appris de la communication? C'est quoi mes blocages à moi, mes croyances? Et même dans quelle sphère est-ce que je veux communiquer? Parce qu'il y a des endroits où tu penses que tu n'as pas le droit. Tu vas faire de l'autosabotage. Tu vas avoir le syndrome de l'imposteur. Tu vas dire, ouais, j'aimerais aller là, mais quelqu'un comme moi ne peut pas aller là. Donc, tu vas t'empêcher d'aller parler dans cette place-là. Donc, c'est tout au niveau de ces croyances et des valeurs que c'est intéressant d'aller gratter pour voir qu'est-ce que je crois de tout ça. Oui, wow. C'est tellement profond tout ça et de dire comment est-ce que quelqu'un qui nous écoute en ce moment peut s'évaluer puis se dire où est-ce que j'en suis, comment je peux faire mieux. En écoutant, je dois dire que ça va vraiment dépendre du public. Parce que si on parle d'un public qui est dans une démarche d'amélioration professionnelle, d'amélioration personnelle, ça change tout. Parce que ça veut dire qu'il y a cette conscience qu'il y a du progrès, etc. Mais bon, si tu disais, tu as pris le problème général, le silence des hommes, en général, l'immense majorité de la population n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Elle n'a pas encore commencé. Même pas. Et tout le monde en a besoin. Mais c'est rare sont ceux qui ont commencé ça. Donc, oui, c'est sûr, il faut aussi, dès qu'on peut identifier, on peut commencer à se poser des questions, mais c'est tellement plus facile de ne pas se poser de questions. Puis d'écouter des séries. Le silence, et puis d'écouter des séries, et puis je reste dans mon silence, parce que je noie ma douleur, quelle qu'elle soit, dans d'autres choses, comme les séries. Ou autre, je ne veux pas me poser la question. C'est ça. Quand on se pose la question, là, on est déjà en train de courir quasiment, c'est en ce qui me concerne. Parce qu'il y a de l'amélioration qui va venir, le simple fait qu'on se pose la question. Mais se poser la question au départ, c'est pas évident. Mais tu sais, quand tu me dis ça, c'est comme si j'entends... Parce que, évidemment, mon public cible, c'est la deuxième génération d'immigrants. On a vu les impacts que nos parents ont eus sur nous, OK? Bien évidemment, on aime nos enfants. Ou si on n'a pas encore d'enfants, on s'apprête, on veut en avoir. Ou si on ne veut pas en avoir, bon, c'est pas grave, ça améliore la personne qu'on est. Je me dis,
aimer quelqu'un, c'est aussi choisir de changer sa personne pour aimer cette personne. On s'entend. Là, je vais pas m'éloigner, mais le parent qui veut transmettre quelque chose d'autre à son enfant, il dit qu'il l'aime. Il faut qu'il soit capable de pouvoir se dire... Excusez-moi, peut-être que je m'éloigne, mais mon idée, c'est de dire, j'aime tellement cette personne que je dois faire le travail sur moi. Je dois me poser cette question. Mais quand tu dis que cette personne-là, se poser la question, c'est d'être déjà dans une démarche. Comment faire pour ne pas faire fi et d'aller écouter cette série, puis de se dire... Tu comprends? Comment faire pour poser ce geste de dire, je me pose la question, puis je reste là-dedans, même si c'est inconfortable? En fait, je pense que la première génération est beaucoup plus fermée à ça. Parce Absolument. Que le rôle de la première génération, c'est je dois subvenir aux besoins. Parce que je me suis mis dans un environnement très hostile parce que nouveau, et par conséquent, la survie, la pyramide de Maslow, oui. mes besoins essentiels doivent être satisfaits d'abord. Exact. Donc, la deuxième génération n'est plus dans cette logique-là. Exact. Et par conséquent, est beaucoup plus susceptible à se poser ces questions, à faire cette réflexion, à se poser, à regarder, ah ben tiens, voici là les parents, mais je vois ça dans la société aujourd'hui, c'est mon environnement. C'est plus un environnement hostile contre lequel je dois lutter, ce qui est le cas de la première génération, mais c'est mon environnement maintenant. Et donc, par conséquent, beaucoup plus ouvert à qu'est-ce que je veux passer. Et la génération, maintenant, les générations récentes sont beaucoup plus sensibles à cet aspect-là. C'est pour ça que les jeunes, ils vont travailler dans une entreprise qui a une vocation sociale, ou qui a une politique verte, qui prend soin de son environnement. Tout ça, c'est pas ce qui comptait pour la première génération, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que je dis que les dernières générations, la deuxième génération d'immigrants en tout cas, sont beaucoup plus sensibles à ces questions-là et se poseront plus les questions comme les questions dont on parlait Nelson, de façon à ce qu'elles puissent rentrer dans ce processus de qu'est-ce que je dois changer, est-ce que je veux aimer mes enfants, etc. Et je veux pouvoir leur laisser quelque chose de différent de ce que j'ai reçu. Mais quelle question ou bien quelle situation, tu sais, les saboteurs, OK? Parce qu'on connaît les saboteurs avec Manuel, il y a un enseignement là-dessus, une formation là-dessus. Quand moi, je m'apprête, je vais rester dans le sujet des hommes, parce que je pourrais parler d'exercice là, mais je l'ai utilisé parce que c'est l'exemple le plus facile que j'ai. Je m'apprête à faire un exercice. Je sais que je veux commencer mon entraînement. Le matin, là, les premières pensées qui vont me venir, c'est « T'en as pas besoin d'aujourd'hui. Aujourd'hui, t'en as pas de besoin. T'es bien. Juste réduis la portion de nourriture que tu vas manger, ça va bien aller. T'as pas besoin de te lever. » OK? Tu te rends pas que t'es fatigué? Tu vois tout ce discours? Qu'est-ce qui fait... Moi, ce qui va m'amener à me lever, c'est de me dire « J'ai un engagement avec... » avec mon entraîneur. J'ai un engagement avec mon entraîneur, femme ou homme. J'ai mon engagement, je dois me lever. Parce qu'il va falloir que je lui dise quelque chose. Mais qu'est-ce qui peut amener un homme à pouvoir se dire « J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de pouvoir développer ma façon de communiquer et de vouloir rester... » Tu te rappelles quand on discutait lors d'un échange que quand c'est inconfortable, je vais fuir. Donc, qu'est-ce qui peut me garder là pour me dire, je vais aller, je vais me lever, je vais prendre mon téléphone, je vais aller sur Google, parce que là, il y a plein d'obstacles là, à cette première démarche de développer la communication. Parce que là, ça se peut qu'il n'y ait pas de ressources accessibles rapidement. Je sais pas, quelqu'un va lui dire, ben, pourquoi tu vas faire ça? Est-ce que t'es une mouviette? Est-ce que t'es chicken? Des choses comme ça, il y a toujours plein d'obstacles. Donc, comment est-ce que moi, qui aujourd'hui suis avec 2 hommes coachs, je peux être informée, soit comme en femme ou fille ou sœur, pour aider quelqu'un d'autre à rentrer, ou même ceux qui vont vous écouter, savoir, OK, ils l'ont dit, ça va venir, je vais faire ça, puis je vais passer à la prochaine étape. Je pense que tu ne seras pas en mesure d'atteindre tout le monde. Il y a différentes théories par rapport à la motivation. Oui. Celle que j'ai utilisée cette fois-ci, c'est celle où on parle de la motivation intrinsèque et extrinsèque. Tu as des gens qu'ils ont besoin d'une motivation externe.
Ils ont besoin que quelqu'un vienne leur dire. Tu vas voir, peu importe qu'est-ce que c'est, que ce soit pour aller au gym, que ce soit pour aller à l'école, que ce soit pour lancer un nouveau projet, ils ont besoin que quelqu'un vienne leur dire. Ou sinon, lorsqu'ils vont poser une action, ça ne va jamais être pour leur propre gratification. Ça va être souvent, leur gratification va passer par le bonheur de l'autre. Wow, c'est ça. Oui, ça c'est vrai. Alors ça, tu as l'intrinsèque que lui, il le fait tout seul. Il n'a pas besoin de personne. Il se lève un jour, il dit, je vais au gym. Puis après ça, il a son plan, il le suit pendant 2 ans sans problème. True. Donc, même toi, en tant que sœur, avec le plus grand vouloir que tu as, si lui, il n'est pas extrinsèque, si lui, dans le fond, il a besoin d'une motivation externe, oui, tu vas l'aider. Mais celui que sa motivation est interne à lui-même, il ne va pas avoir besoin de toi. En même temps, étant donné qu'il est interne, si sa démotivation est interne, peu importe ce que tu vas faire, tu ne pourras pas l'aider. Wow. Donc, c'est lui qui va avoir besoin de faire ce travail de lui-même, de dire, OK, ben, tu vois, je souffre trop en ce moment. Ça fait mal, donc laisse-moi poser une action. Puis là, tu vas voir, d'un seul coup, tu vas voir, il va commencer à faire des recherches, il va te poser des questions. Tu vois, il y a des gens comme ça fait 10 ans qu'ils souffrent. Puis un jour, du jour au lendemain, il y a une illumination qui arrive, puis boum, il passe à l'action. Puis tu te dis, mais pourquoi tu as attendu tout ce temps-là? Je sais pas, je pense que c'était le temps. Ouais, mais comment OK, là, je me mets dans la position de l'épouse, OK? Une épouse qui est dans cette situation-là, avec un mari qui, justement, est intrinsèque. Ouais. Comment est-ce que tu fais parce que là, t'es 10 ans en train de le regarder, là. Mais 10 ans, il y a des enfants qui sont peut-être dans le coin, qui sont là, et puis il y a plein de choses à faire, là. Effectivement, et c'est pas facile. C'est pas facile. Si la femme qui est externe, elle a besoin maintenant de parler. Maintenant, c'est peut-être la communication qui va aider. Manuel, je suis sûr qu'il va pouvoir rajouter là-dessus, parce que je sais que Manuel, il y en a beaucoup à dire là-dessus. Mais juste pour mettre mon grain de sel, je dirais que ça va être beaucoup la communication, la manière qu'elle va communiquer, la manière qu'elle va partager. Tu vois, je rappelle, il y avait une de mes bonnes amies qui m'a dit il faut parler au leader en toi. C'est bien lorsque une femme parle au leader de son conjoint, le leader en lui. Tu sais, il y a une différence entre dire chérie, sors les poubelles et chérie, ça m'a vraiment aidé la dernière fois. T'es vraiment un bon mari. Tu viens d'éveiller quelque chose, tu viens de le gratifier, de le valider, de le partager de l'amour et de le motiver. OK. Maintenant, je laisse à Manuel. C'est bon, c'est bon. Oui, de toute façon, il y a plusieurs choses à dire au niveau de la motivation, c'est sûr. Il y a plusieurs théories sur lesquelles on peut s'appuyer. Maintenant, ta question originale, c'est toi, comment tu peux changer quelque chose? Moi, je trouve une similitude avec le rôle des femmes au travail, où on sait que les femmes, elles sont dans un environnement en général, pour la plupart, masculin, et il y a des barrières qui sont liées à ça. Et comment l'homme fait pour aider? On parle beaucoup d'être un allié. Un allié dans une salle, dans un meeting, c'est en général, une femme dit quelque chose, personne ne l'entend, et il y a un homme qui reprend la même idée, qui dit pour reprendre la même chose, et puis tout de suite, il dit « Ah ben oui, bonne idée !» L'allié, il va dire « Non, mais c'était l'idée c'était son idée à elle. » C'est ça, être un allié, d'accord? Donc ça, fournir l'environnement qui va faire que la prochaine fois, elle va oser parler, parce qu'elle avait déjà osé la première fois, et puis elle s'était en fait shut down un peu. Puis le simple fait d'avoir été un allié dans ce cas-là va changer la situation. Pareillement, dans un couple ou dans une situation telle qu'on l'a prise, être un allié, c'est être là et être attentive à ces signes de communication verbale ou pas, pour pouvoir dire « Ah ben tiens, ça, voici ce que j'ai compris de ce geste-là que tu as fait. Ou voici ce que j'ai compris de ces mots-là que tu as dit. De façon à ce que, dire, ah, OK, ça amène de la valeur. Et après, que ça soit intrinsèque ou extrinsèque, la motivation, si on est conscient de la valeur que ça apporte, on dit, ah, OK, j'aime bien, ça me fait me sentir bien. Je vais aller vers cette direction, dans cette direction-là. Donc, c'est pas une solution passe-partout qui va marcher dans tous les cas de figure. Ça va prendre du temps, parce que ça a pris combien de générations, combien d'années, en tout cas, pour que l'homme se rende dans cette situation-là qu'on décrit. Et par conséquent, c'est pas du jour au lendemain que ça va changer. La direction peut changer du jour au lendemain, mais les progrès vont être petit à petit, un pas à la fois. D'accord? Donc, c'est être là et être attentif à ça, attentive dans ce cas-là, dans cette logique, pour pouvoir souligner ça et donner le support
Pas en disant, c'est ce que tu devrais faire, mais, mais tiens, j'ai noté que tu as fait ça, comme tu disais, j'ai noté que tu as sorti la poubelle, ça m'a tellement aidé de ne pas avoir à le faire. Donc, c'est pareil, je suis super, moi, je ne savais pas que tu te sentais comme ça. Moi, ça me rapproche de toi de savoir que tu ressens ça aussi. Et donc c'est pas, encore une fois, c'est pas silver bullet. Là, c'est pas la solution qui va régler tous les problèmes, mais il faut savoir que c'est un problème qui est tellement complexe, comme on l'a dit au début, que c'est pas une solution qui va changer. C'est un autre élément, ce serait d'être proactif et être cet allié qui va chercher et dire, OK, qui je peux mettre dans son environnement? Oui, c'est ça. Qui je peux mettre dans son environnement qui va être plus réceptif? Voilà. Qui je vais choisir, avec qui je vais... Donc, je vais faire volontairement, je vais devenir ami avec cette femme-là parce que son mari, je vois qu'il y a une connexion possible dans la vulnérabilité, dans les mêmes valeurs, les valeurs sont alignées. Donc, c'est quelqu'un avec qui la relation peut se développer de façon à ce que je ne sois pas celle qui doit tout recevoir ou tout combler chez mon mari en termes de communication, mais il peut aussi lui parler quand ça ne va pas et ça va atténuer la tension à la maison. J'aimerais faire du pouce sur ce que tu dis en ce moment quand on parle d'environnement, parce qu'on en avait traité aussi avant en préparation de cette émission-là. J'aimerais savoir dans quel environnement... quel environnement est le plus propice, il se sent le plus à l'aise en ce moment pour parler? Disons que c'est pas la maison, OK? Ou que c'est ça, c'est pas la maison. À quel endroit on peut dire qu'un homme se sent plus à l'aise pour échanger, être plus vulnérable? Ça va être court. Moi, je pense que c'est une question de temps. Peu importe que ce soit professionnel ou dans les domaines de loisirs ou de la musique ou du sport ou même de la maison, tout dépend du temps que je vais passer avec ces personnes-là, de façon à ce que cette confiance puisse s'installer et que je puisse commencer à être plus vulnérable, ce qui va renforcer la confiance, etc. Donc pour moi, c'est plus une question de temps qu'une question d'environnement spécifique. Mais c'est juste ma réponse en 2 mots. OK, donc pas comme dans une retraite d'hommes, par exemple, ou... Ben, une retraite d'hommes est-ce que c'est avec des hommes avec qui j'ai déjà passé du temps? Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Si c'est avec une personne avec qui j'ai passé du temps, oui. Si c'est une retraite d'hommes avec des étrangers, ça va prendre du temps. Oui, je comprends. Good point. Nelson? Je vais rajouter l'atmosphère. Parce qu'on remarque beaucoup que les hommes vont parler dans certains contextes. Exemple, si on fait du sport, si on va à la pêche, il y a toujours une personne qui va lancer une histoire. Et c'est pour ça que je te parle d'atmosphère. C'est pas que tout le monde va parler. C'est qu'il y en a un qui va pitcher une ouverture, une histoire. Puis après ça, il va faire « Ah oui, moi aussi j'ai vécu ça. Hey, qu'est-ce que t'en penses? » Puis boum. Puis c'est pas quelque chose que tu peux forcer. C'est l'atmosphère où, je dirais, la tentative de vulnérabilité qui va faire qu'on va s'ouvrir. Et je dis, c'est pas quelque chose que tu peux bousculer. Tu peux pas juste décider, tu vas mettre 5 hommes ensemble dans une pièce, puis ils vont s'ouvrir. Déjà, les hommes vont pas sortir pour aller dans cette pièce-là. Donc, ils sont sur leur téléphone. Exactement, c'est ça. Donc, il y a tu vas voir, qu'on fait du sport, qu'on va à la pêche, barbershop. Je disais, au barbershop, c'est notre thérapie, c'est notre temple. Tous les barbers connaissent les histoires les plus bonnes ou jusqu'aux plus mauvaises de tous les hommes. Et qu'est-ce qui est spécial avec le barbershop, c'est que tu fasses $1 million par année ou que tu fasses $5,000 par année, on est tous au même niveau quand on est au barbershop. On a la même chasse. On a le même siège et on a le même coiffeur et on donne à peu près le même nombre de types. C'est juste l'atmosphère. Tu sens que c'est une ambiance masculine. Il y a un gars sur la chaise qui a parlé d'un problème avec sa copine. Là, on parle. Là, moi, c'est mon tour. Je parle de mon travail. Puis, oui, mais moi, Puis là, finalement, il y a un échange parce que on va pas rester beaucoup dans la vulnérabilité continuelle. Là. On va être vulnérable un instant parce qu'on va tomber à quelque chose de peu plus. Donc, oui, on va parler. Mais tu parles? Des fois, ça va être le sport. Ça peut être ça peut être le sport. Ça peut être l'argent ou une idée de business. Quelqu'un parle de ça puis tu sais, comment ça a fonctionné. Puis là, on va parler, on va s'ouvrir. Mais là, on va s'ouvrir sur notre ouverture va plus juste être émotive. Ça va être aussi l'enfant curieux en nous. Explique-moi comment tu as fait ça. Donc, c'est ça que je te dis, l'atmosphère va
créer cette communication. Mais tu peux pas juste décider que tu vas communiquer. Oui, c'est bon. Intéressant. Oui, c'est vraiment... les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. C'est ça. C'est vraiment ça parce que l'atmosphère pour vous est très importante, le temps. Donc, c'est plus lent. Nous, on est beaucoup plus impulsive. C'est ce que j'entends comme dans le message. Bon, c'est évidemment, c'est général. C'est ça. Mais il en reste qu'il y a ce calme que vous dégagez dans ce que vous dites, qui n'est pas comme nous, on est dans un sleepover, let's go, on va parler. Bon, c'est sûr qu'il y en a toujours qui n'aiment pas trop parler des choses profondes, c'est pas, mais il n'en reste que dans un environnement de confiance, je pense n'importe qui, homme ou femme, peut parler. Wow, OK. Je sais même pas c'est quoi les questions qu'on a déjà traitées. Je vous le dis, là, je suis vraiment très dans la fluidité de la conversation et ça me plaît beaucoup. Et j'espère ne pas vous perdre, chère communauté. Donc, ce que je voulais vous demander aussi, c'était s'il y a des conseils à donner, si vous n'avez pas déjà traité là, mais quels sont les conseils qu'on peut donner aux hommes quand ils se retrouvent dans l'environnement avec leurs enfants, pour parler à leurs enfants? Parce que, là, je vais être plus spécifique, dans le milieu immigrant, il y a beaucoup de l'image de « je peux pas être faible devant mes enfants, ils vont vouloir dominer sur moi ». Donc, cet échange de vulnérabilité, de fragilité, elle n'est pas là. Comme je vous disais tantôt, mon père, toujours, tout va bien. Tu vois. Mais il a appris beaucoup plus, je dirais que parce que moi, je me suis ouvert à lui. OK? Je vais parler d'un brin de tranche de vie. Je me rappelle avoir été en Colombie et d'être revenue de ce voyage-là avec l'objectif de parler avec mes parents. Parce que j'avais écouté un message, un partage où on disait que si tu guéris pas des blessures avec tes parents, ben, tu vas être bloqué dans le reste de ta vie. Et c'était la première fois que j'entendais ça. Puis j'avais déjà eu des processus de coaching déjà. Je savais qu'il y avait eu des problématiques que j'avais reçues, mais de parler à mes parents, de leur dire ce que je pensais, ce que je ressentais, ça, c'était un autre domaine, là, un autre milieu. Puis quelles auraient été les conséquences, tu vois, de pouvoir exposer ma perspective à mes parents haïtiens? Oubliez ça! L'image de l'autorité. Donc, quand je suis revenue, j'ai beaucoup prié là-dessus. Et j'ai pris ma force, mon courage, et j'ai parlé à mes deux parents. Mon père, avec les deux, c'était très difficile, dans le sens que les émotions ont pris beaucoup de place, évidemment, mais j'étais tellement concentrée dans le fait que c'était une opportunité que je savais que j'allais pas pouvoir retrouver, venant surtout de moi, de prendre ce courage pour pouvoir leur parler. Donc, je leur ai parlé. J'ai parlé aux deux. J'ai parlé, et là, comme on parle des hommes, je vais rester sur mon papa, et lui avoir dit qu'est-ce qui m'avait blessée, qu'il m'avait dit des choses blessantes, lui avoir posé des questions par rapport au mariage qu'il avait avec ma mère, pourquoi il avait fait telle chose ou telle affaire. Bon, je ne peux pas trop divulguer sa vie, hein, je vais faire attention quand même. Mais, j'avais posé des questions et je me rappelle que mon père, quelle belle image. C'est pour ça que je vous dis que mon père, pour moi, c'est comme... Il est proche de Cliff, même si c'est pas un Cliff, là. Mais je me rappelle qu'il avait été très émotif avec moi. Puis il m'avait dit... parce que il m'avait blessé, il m'avait demandé pardon. Et dans mon cœur, mon père a augmenté de valeur et d'honneur, de respect pour moi dans mon cœur à ce moment-là. Parce on dirait qu'il comprenait ma tristesse, ma souffrance, puis que c'était tellement involontaire, mais que... Et il a été très vulnérable avec moi en m'exposant. Il a répondu à toutes mes questions, en fait. C'était ça. Il n'a pas fait comme, non, ça, c'est pas de tes affaires. Pourquoi je te parlerais de ça? C'est moi ton père. Il n'a pas été là-dedans du tout. Ce que moi, je m'attendais à ce qu'il fasse, mais il l'a pas fait. Et il a été
très, très ouvert. Ça m'a uni à mon père comme jamais, même si aujourd'hui, des fois, on a encore des prises de bec sur certaines choses. C'est la vie, c'est la vraie. Et encore une fois, j'essaie toujours de faire attention pour pas brimer ce moment d'intimité qu'on a eu qui était, à mon avis, un game changer. Ça a changé vraiment une période charnière pour moi dans mon intimité avec mes parents. Et ma question, pour revenir à ma question, c'est comment aujourd'hui, quel conseil vous pourriez donner à ces papas qui n'ont pas eu, peut-être qui n'ont pas nécessairement la même expérience ou bien la même capacité que le mien de partager, de s'ouvrir, d'exposer leur vulnérabilité avec leur enfant? Une grosse question, ça. Je prends pour répondre à ça, moi, en tant que père d'enfants adultes, il y a tellement d'erreurs qui ont été faites. C'est tellement dur d'être père. Oui. On fait des erreurs tout le temps. Et en tout cas, moi, la principale erreur a été le père ou le parent, en général, il a raison. D'accord? Pour la plupart du temps, pour les premières années, en tout cas, c'est lui qui sait. Il sait comment protéger l'enfant, etc. Après, on va dans les années ado et puis adulte. Bon, là, c'est différent parce que c'est beaucoup moins blanc et noir, quoi. Et c'est là où ça devient, il faut passer de l'autorité à l'influence. Et cette transition-là, elle est extrêmement difficile à passer. Et par conséquent, il y a forcément des choses qui blessent. Et l'humilité, c'est la seule solution. La seule solution, c'est l'humilité pour dire, j'ai fait de mon mieux et en faisant de mon mieux, il y a quand même eu ces blessures, de pouvoir s'en excuser, de pouvoir continuer dans la relation, mais ça demande du parent, ça demande cette humilité. Il n'y a pas 36 façons. Parce que soit j'ai raison, ou soit je deviens sage. C'est l'un des deux. Donc, si je peux avoir raison, mais bon, ça n'améliore pas ma relation avec les enfants. Exact. Ou je peux être plus sage et à reconnaître que, même si je pensais que j'avais raison, force est de constater que les relations peuvent encore être améliorées et peuvent être réparées et ça demande de l'humilité. C'est ce qui a fait la différence avec ton père, c'est son humilité. Oui. Il n'a pas cherché à dire non, il n'a pas cherché à nier, à réduire, à minimiser ta peine ou autre. Et bien sûr, c'était même pas... En fait, il s'est focalisé sur l'impact et pas sur l'intention. Oui. Surtout, on peut dire que dans la grosse majorité, l'intention est toujours bonne. Je veux faire du bien, je veux prendre soin de mes enfants et tout, je veux. C'est mon intention. Maintenant, le résultat, c'est l'impact. Et le résultat, quand il n'est pas là, il n'est pas là. Et donc, rester au niveau de l'intention, parce que rester au niveau de l'impact et pas au niveau de l'intention, parce que l'intention, on peut dire que tout le monde part avec cette bonne intention. Maintenant, je ne vais pas te faire de procès d'intention. Néanmoins, tu m'as marché sur le pied. C'était pas ton intention, mais tu m'as marché sur le pied. Donc, mon pied écrasé, c'est l'impact. D'accord? Et pour pouvoir reconnaître ça et dire désolé. Et puis, pouvoir continuer dans la relation. Donc, moi, c'est comment j'ai appris avec mes enfants. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Nelson? Je me retrouve beaucoup dans qu'est-ce que tu as vécu avec ton père, parce que j'ai eu la même conversation avec mon père. Wow. Mon père est décédé en 2013 et il avait l'Alzheimer et la démence. Wow. Et les 4 années précédant son décès, je pense que ça a été les années où on a eu la meilleure relation. C'est la première fois que j'ai vu mon père avouer certains torts. Puis, un peu comme toi, j'ai eu beaucoup de respect pour mon père. Et ça m'a... Là où notre relation était un peu houleuse par moments, quand je parle de mon père maintenant, je parle de mon père. Oui, je vois ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire, c'est mon père. C'est solide. Et je pense qu'il y a un travail, là on parle de qu'est-ce que le père devrait faire, mais je veux dire, c'est un travail dans les deux sens. Autant le père a besoin d'être humble et être ouvert et de voir son enfant
comme un adulte dans cette conversation. Oui. On est deux adultes. Souvent, dans notre culture, l'enfant, il reste un enfant éternellement. Ce qui fait que tu sens que tu domines continuellement sur lui, mais aussi sur la conversation. Et de l'autre côté, je pense que l'enfant a responsabilité aussi de ne pas venir avec un ton accusateur. Même si tu es blessé, même si tes parents t'ont dérangé, oui, exprime qu'est-ce que tu veux, mais si tu viens avec un ton accusateur, tout dépendamment du parent. Il y a des parents qui vont être super ouverts. Mais tu as d'autres parents qui, le ton accusateur va les empêcher d'ouvrir cette porte à l'intérieur d'eux. Donc, c'est un travail dans les deux sens. Oui. Le père qui est désolé, c'est comme le père, exemple, qui a quitté, qui a disparu pendant 15 ans puis qui réapparaît. Le fils va être fâché, ou la fille va être fâchée. « Oh, mais tu m'as abandonné, tu aurais dû être là. » Mais à un certain moment, tu as besoin d'entendre son récit à lui. Oui. De comprendre, OK, oui, tu m'as abandonné, mais qu'est-ce qui a fait que tu as abouti là? Oui. Qu'est-ce que tu as vécu qui fait que tu m'as abandonné? Et de l'autre côté, de comprendre aussi, d'accepter aussi pendant un moment que là, mon fils est blessé, parce que je n'étais pas là. Oui. Laisse-le déverser, puis après ça, on va avoir une vraie communication. Oui. C'est comme une bouteille de champagne, hein, tu la brasses, la mousse explose, mais après ça, il reste encore du champagne. Oui. Et pas beaucoup, mais... Pas beaucoup. T'as au moins la moitié de la bouteille, mais c'est les meilleurs moments par la suite. Oui. Donc, je pense que comme je t'ai dit, je pense que c'est un travail des deux sens, parce que moi, dans ce contexte, mon père et moi, on a été très proches. On a beaucoup communiqué. J'étais littéralement la veille de son décès, j'étais à côté de lui. Wow. Donc, je peux te dire que pour moi, ça a été très favorable, cette communication. Puis je pense qu'on doit tous avoir ce partage, parce que des fois, on hésite. Oh, je ne sais pas comment mon père va réagir, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire. Frappe quand même. Va frapper à cette porte-là. Parce que autant c'est libérateur pour lui parfois, que c'est libérateur pour nous. Il n'y a rien de pire que d'en vouloir à un parent toute sa vie et qu'il meure en plus. Oh my goodness. Oui. Là, maintenant, tu ne peux plus lui dire à ce à quoi tu penses. Effectivement. Et la même chose, exemple, par malheur, le fils décède. Là, tu n'as même pas pu dire à ton fils, je t'aime. Oui. Ou je m'excuse. Oui. Tu vois, je pense que c'est des portes qu'il faut toucher. Oui. Et c'est pas facile. C'est pas évident du tout. Mais pour de vrai, c'est beaucoup de il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur, beaucoup de « et si ». Mais je crois vraiment que dans la vie, si on ne fait pas face à nos peurs, on passe à côté de beaucoup de choses importantes. Et moi, je suis de celles qui n'aiment pas trop répéter le « si j'avais su ». Moi, si j'avais su, ça me dérange. Je préfère essayer plus maintenant. Avant, non. Mais après mon coaching, oui, je dirais que j'essaye de briser cette cadence, mais surtout dans la relation. Je trouve que les relations, sans relation, c'est difficile de construire. C'est difficile de se construire et c'est difficile de construire. Je trouve qu'aujourd'hui, on pense que la carrière, l'auto, la maison, l'image de la réussite semble être ce qui est le plus-value, mais c'est pas vrai. Parce que tu peux avoir toute cette image-là et être complètement détruit à l'intérieur. On le sait, il y a tellement de personnes qui se suicident malgré tout ça. Donc, merci. Juste une petite... Oui, dis-moi. Juste quelque chose à rajouter sur la communication avec le père. Les parents, on peut peut-être commencer par des conversations un peu plus faciles. Avant d'y arriver. Parce que avant de rassembler le courage d'aller là où de toute façon ça va faire mal, il ne faut pas laisser ça nous arrêter. Voilà, c'est ce que je veux dire. Plutôt que de se dire, ah, ça c'est trop difficile, je ne peux pas le faire. Se dire, OK, c'est trop difficile aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Certes, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je peux simplement aller et lui dire, me raconter comment ma journée s'est passée. Ce que je ne fais pas d'habitude. Donc... Déjà là. OK. 10%. Oui. 10% plus, je m'expose 10%. Je ne vais pas aller complètement lui dire comment mon enfance a été pourrie par lui tout de suite, mais on va commencer une étape. Parce que là, ça encourage, ça donne, it empowers, ça donne du pouvoir de se dire, ah ben tiens, j'ai fait ça et puis ça a marché, c'est bien, ça s'est bien passé, il était réceptif. Parce que s'il n'est déjà pas réceptif à ça... Oui. Ça, c'est difficile, hein? Ça, c'est difficile. Ça va être encore plus difficile pour toi de prendre le courage à deux mains pour aller frapper à cette porte qui est déjà qui fait peur.
Et ça me fait penser peut-être aussi, des fois, si tu n'es pas capable de le faire physiquement, de faire par écrit. Ah oui, c'est d'autres façons de le faire. Ça, c'est une autre façon de faire. Parce que des fois, comme tu dis, si tu as peur de la réaction qui peut te fermer davantage, donc c'est peut-être mieux de le faire par écrit. Ça commence, ça initie pour... Après ça, tu le fais en présentiel selon la réponse que tu reçois. Et des fois, bon... Mais d'ailleurs, cette technique de l'écrit, c'est ce qu'on utilise lorsque le parent décède, par exemple. Oui. Quand on dit, bon, ben, je ne peux plus lui parler, d'accord, mais je peux quand même faire ce travail sur moi-même, je vais l'écrire comme s'il était là, comme si je lui parle, et donc ça libère aussi. Hein. Donc, il y a différentes... Donc, effectivement, l'écrit, c'est une autre façon de procéder. Wow. Est-ce que tu aimerais ajouter une dernière chose, Nelson? Si on veut communiquer, de communiquer dans une manière que le parent va comprendre. Parfois, tu sais, il y a ce que j'avais appris, le VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, gustatif et olfactif. Ça, c'est nos différents sens. Et on peut communiquer et on peut envoyer des messages à travers nos sens. Parfois, tu vas voir, il y a un parent, peut-être qu'il va être beaucoup plus sensible au toucher. Il aime beaucoup les caresses. D'autres, c'est plus visuel. Il a besoin de voir une image, il y a un dessin. Ou, dans le cas que tu disais tout à l'heure, à l'écrit. Ça, c'est du kinesthésique. C'est touché. Ou olfactif, une odeur. Ou gustatif, quelque chose qu'on mange. Des fois, cette conversation, le parent, exemple, c'est quelqu'un qui adore manger. Peut-être qu'à travers un repas, tu peux initier cette conversation. Oui. Olfactif, ça peut être dans un endroit, un parfum, ou une odeur, l'huile essentielle que tu mets à la maison. Tu sais qu'il adore, ta mère adore la lavande, par exemple. Tu mets une odeur de lavande, tu places la personne dans un contexte où ça va être apaisant pour lui, pour ensuite communiquer. Comme ça, tu touches à ses sens, puis tu communiques dans son langage. Absolument. Je suis d'accord avec toi 100%. Je pensais que tu allais continuer, c'est pour ça que j'étais comme, OK. Non, c'était très bon comme point parce que, évidemment, de créer l'atmosphère, d'être intentionnel, intentionnel dans notre approche, ça prend, comme tu dis, de se connaître soi aussi, avant de démarrer quelque chose comme ça. Wow. Et après, on ne peut pas contrôler. Non. On suit la vague après. Tu vois, des fois, on essaie de tout contrôler, tout voir. À l'avance, ça ne fonctionne pas toujours. Ben, en fait, c'est justement ne pas se laisser prendre par l'agenda, juste le faire et puis se satisfaire de l'avoir fait. Exact. Parce que sinon, effectivement, s'il y a trop d'attentes, qu'elles ne sont pas satisfaites et que ça nous remet dans une spirale négative, ça n'a plus de sens. Exact. Est-ce qu'on veut ajouter quelque chose d'autre? Non. Pour l'instant, hein? Parce que je vous garde. Non, on a couvert beaucoup de choses. On a couvert beaucoup de choses. Ouais. Je vous remercie énormément pour ce partage, cet échange, cette ouverture, mais aussi pour vos conseils, votre perspective de la situation. Pour moi, aujourd'hui, tant les femmes que les hommes, pour moi, la guérison est importante. Et je crois que la deuxième génération d'immigrants, on a besoin de cette guérison-là pour transférer autre chose à la troisième. Et c'est une des raisons pour laquelle Edna Rencontre existe. Et aujourd'hui, j'ai touché un point qui me tient qui est très près de mon cœur. C'est très important pour moi parce que je crois que le noyau familial, c'est la base, on le sait très bien, d'une société. Mais la société nous divise en ce moment. Et il faut qu'on soit plus alerte pour revenir à ça. Donc, merci énormément. Merci à et toi. c'est pas la dernière fois. Merci à toi de nous inviter. Merci. Ouais, merci. Ma mère m'a enseigné quelque chose. Ça, c'est ma maman. Mon père aussi, mais bon, c'est ma maman. Elle disait, on ne quitte pas ma maison avec les mains vides. OK? Donc, j'ai un cadeau pour vous. Pour toi, voici. Ah, merci. Et pour toi, Manuel. Un petit cadeau. Merci beaucoup. Pour souligner votre venue. Vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Bouche bée, tu es silencieux. Mais je vois ton non-verbal. Donc, il me communique beaucoup de choses. Vous avez une bouteille de Na Rencontre, comme celle-ci. Oh, super. OK. Parce que vous êtes nés pour triompher. Et vous avez un mamba chacun, un mamba haïtien, qui vient d'Haïti, d'ailleurs. Produit d'Haïti. Donc, et vous avez aussi un savon artisanal de crème cacao. Donc, la bouteille
conseil vient de Jolia Design Studio, le savon crème cacao et le Mamba de Mamba. Donc, et il y a des pâtés de bouillon saveur qui vous attendent à l'extérieur. À l'extérieur. Ça veut dire que je vais venir une autre fois encore. C'est sûr que pour moi, de venir être dans la rencontre, c'est une expérience. Donc, merci encore. Merci à toi. Merci. On reviendra. Oui. Oui. Alors, chère communauté, c'était une émission qui, pour moi, qui j'espère a été aussi riche pour vous qu'elle a été pour moi. On a effleuré le sujet. On doit aller plus loin, on le sait, on doit creuser. Donc, encore une fois, je vous invite à me suivre parce que on va le faire à travers un autre médium, d'aller en profondeur. Encore une fois, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je vous amène dans mon processus de guérison, n'est-ce pas? Donc, suivez-moi sur Instagram ou sur les autres réseaux pour qu'on puisse aller dans cette démarche-là ensemble. Et si vous avez aimé, apprécié, ou ne serait-ce que vous avez eu un moment que vous avez aimé de cette rencontre, la partie que vous avez aimée, commentez, likez, partagez. Ça va m'aider à pouvoir augmenter le nombre de followers, si on peut dire ça, des gens qui sont abonnés pour faire de plus grandes choses pour vous. Donc, sur ce, je vous dis merci et à la prochaine. Merci, Edna. Merci.